Je salue nos invités, Rodolphe Bonas. Bonsoir. Bonsoir Maxime. Merci d'être là, PDG du groupe Aristide Retail Technologies, spécialiste de la grande distribution et de la consommation. Bonsoir Stéphane Manigold. Bonsoir Maxime. Merci d'être là, président de l'UMI Grand Paris, vous représentez les restaurateurs. Et ça tombe bien, puisqu'avant d'aller sur l'inflation, c'est l'une des informations de la soirée. Il faut parler des tickets resto avec cette marche arrière du gouvernement ce soir. Je vous rappelle le début de polémique de ces dernières heures. Normalement, les règles auraient dû changer au 1er janvier et les salariés auraient dû perdre la possibilité de faire toutes leurs courses alimentaires en payant en ticket resto. Face à la colère, le projet est abandonné. C'est la ministre des PME et du Commerce, Olivia Grégoire, qui l'annonce ce soir. Regardez, c'était sur M6. Ça va continuer tout au long de l'année 2024. Ouais. Il faut être très clair, c'est une mesure que nous avons étudiée avec Bruno Le Maire. C'est pas des décisions qui se prennent à la n'importe légère. comment. Il y a les employeurs, les employés, les syndicats, les organisations professionnelles. Dans cette organisation des tickets restaurants. Concrètement, rien ne change. On est d'accord, le plafond chaque jour, c'est toujours 25 €. Tout à fait. Et ça ne changera pas. Ça, c'est bon. Et avec les titres restaurants, on peut donc aller au restaurant, payer ses sandwichs en boulangerie, on a vu, mais donc aussi toujours régler toutes ses courses alimentaires au supermarché, acheter son riz, ses pâtes, ses œufs, sa viande, son poisson, ses biscuits, fruits et ses légumes. Oui. Oui, ça continue encore. C'était devenu en quelques heures, Christophe Barbier, totalement explosif comme sujet. Oui, bien sûr. Pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a une sensibilité populaire extrêmement rude sur ce sujet-là en ce moment à cause de l'inflation, mais aussi plus profondément à cause de l'absence de liberté, de la restriction de liberté que ça provoquait. J'ai pas beaucoup d'argent, ça coûte de plus en plus cher de me nourrir et en plus, on veut m'interdire de choisir. On veut quelque part m'obliger à aller au restaurant alors que je voudrais me nourrir autrement. Donc ça, c'était une sorte de prise en tenaille qui était insupportable. Et puis surtout, il y a aussi une exploitation politique. La lutte pour le pouvoir d'achat des Français, c'est Marine Le Pen qui l'a en étendard depuis maintenant 3 ou 4 ans, minimum. Donc évidemment, c'était lui donner un bâton pour taper sur le gouvernement. Sauf que j'imagine ce soir, la déception est peut-être pire, Stéphane Manigold, du restaurateur que vous êtes. Vous avez perdu cette bataille-là. Vous savez, malheureusement, cette bataille, ça fait longtemps qu'on l'a perdue. Je rappelle que le titre restaurant a été mis en place dans les années 60 et depuis ce temps-là, il n'a fait que de se disloquer dans les boulangeries, chez nos amis les bouchers. Et au fond, le mot titre restaurant n'est plus que deux vulgaires mots qui ne veulent plus rien dire. Mais vous avez cru, l'espace de quelques heures, récupérer la manne? Moi, je sais, une bataille, elle peut être perdue sur M6, là, chez vos confrères, mais on peut gagner la guerre, puisque je rappelle qu'il y a un Parlement dans ce pays, qu'il y a des députés, et que j'ai eu quelques députés au téléphone, ils ne sont pas forcément... Parce qu'il va falloir rapidement la voter une nouvelle loi pour revenir sur ce qui était prévu. Il y a le 49.3, on a peut-être l'habitude que le pays soit gouverné avec un 49.3. Oui, là-dessus, je suis pas sûr, mais... Oui, voilà. Et donc, mais... Si le gouvernement veut réellement avoir une efficacité pour le pouvoir d'achat des Français, je crois qu'il faut être honnête, il y a 700 millions d'euros chaque année, c'est l'argent des Français, qui est mis dans la poche des émetteurs de tickets restaurants. Pourquoi? Je précise pourquoi 700 millions. 700 millions, c'est tout simplement l'argent qui est présent sur les tickets resto, sur les cartes, qui n'est pas dépensé. Bien sûr. Ça veut dire... Pardon, mais en moyenne, ça veut dire 145 € par salarié qui touche des tickets restaurants. C'est colossal. Cet argent, il est perdu. Olivier Vial. Oui, mais justement, je crois que ce qui a changé par rapport à l'époque dont vous parlez, c'est que c'est quand même le ticket restaurant. Aujourd'hui, c'est quelque chose entre l'employeur et les employés, et que la manière dont on se restaure avec le télétravail, ça a accéléré. Mais de toute manière, il y a aujourd'hui beaucoup d'autres façons de se restaurer. Il y a beaucoup de gens qui amènent leur nourriture au travail, et donc c'est normal que le ticket restaurant permette de choisir un peu de façon beaucoup plus large la manière dont on se restaure et donc d'aller chercher ses courses comme on le voit. Et puis prenons un cas type, pour avoir des restaurants peut-être en bas de chez vous ou en bas de votre bureau. Un ticket restaurant en moyenne c'est quoi? 9 €, 10 €, 11 €? 7,70 € en moyenne. 7,70 € en moyenne. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui vous offrir ne serait-ce qu'un plat du jour à 7,70 €? Non. Quand on voit, c'est bien le sujet, c'est qu'en fait on voit bien que peut-être que s'ils en avaient la possibilité, les gens seraient ravis de pouvoir aller au restaurant. Sauf qu'en fait, il va peut-être falloir, dans ce cas-là, aligner à minima le plat du jour avec le ticket restaurant. On en est loin. Rodolphe Bonas, ce soir, c'était champagne dans la grande distribution? Champagne, pas forcément. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, déjà, la collecte de tickets restaurants, c'est 70%. Elle est réalisée en grande surface alimentaire. Pourquoi? 70%. Pour une raison très simple, c'est que, c'est d'abord aussi un complément de revenus, ce fameux ticket restaurant pour les salariés. Et donc, en effet, ils utilisent pour acheter finalement des courses quotidiennes. Et puis aussi, il faut pas l'oublier, il y a de plus en plus en fait de salariés qui préparent leur repas sur leur lieu de travail, c'est-à-dire qu'en fait ils font leurs courses dans une surface alimentaire et après ensuite ils font un repas qui réchauffe. Vous savez, il y a des formules à 3, 4, 5 € le plat tout préparé qui réchauffe après sur le lieu de travail. Donc ça devient
très compliqué d'arbitrer comme dans les années 60, monsieur, mais là, ça devient quasiment impossible. Je pense qu'à mon avis, là, on a mangé son chapeau, mais là, demain, je pense qu'on va le manger pour longtemps. Histoire de vous piquer un tout petit peu, et après on parlera de l'inflation et des hausses de prix qui arrivent, Stéphane Manigold, peut-être qu'à force de faire payer 17 € une salade César, à un moment donné, les salariés se détournent de vos restaurants aussi. Vous avez raison. Mais vous avez en face de vous celui qui s'est battu pour que la malbouffe soit écrite sur les cartes des restaurants. Je suis parti au Japon, vous voyez, à Tokyo, Kyoto. Je suis allé voir mes confrères comment fonctionnait la restauration. Mais je veux dire, c'est inenvisageable pour eux de vous servir de la bouffe industrielle. Sauf que la France, c'est quand même l'un des seuls pays au monde où il faut sortir la fanfare pour dire, regarde, on fait maison. C'est juste et l'inscrire sur le menu du restaurant. Vous voyez, on va inverser cette tendance. Les Français, demain, quand cette salade César, elle sera juste de l'assemblage, il y aura marqué n'a pas été cuisiné sur place. Bon. Ça, c'est une victoire pour la santé. Le plat des du jour Français. chez vous, il est à combien? Moi, je parle jamais de mes affaires. Je suis président du MI, je parle de tous mes confrères. J'ai pas le menu, en fait, si vous voulez, dans un de mes bistrots le moins cher, on est à 34 € entrée plat dessert. Mais vous êtes dans un menu gastronomique. Oui, vous Donc, faites tout vous-même. Oui, mais j'ai 50% de masse salariale sur ce repas, alors que la malbouffe, ils sont à 20-25%. Je rappelle que la TVA, donc la taxe sur la valeur ajoutée, moi je suis favorable à ce que dans mon secteur, dans la restauration, on augmente cette TVA. Pourquoi? Parce qu'au fond, quand vous êtes un assembleur... Battu des années oui. pour Non, la mais baisse. attendez, je vais compléter. Moi, je suis favorable. TVA, ça veut dire taxe sur la valeur ajoutée. Aujourd'hui, vous avez une quantité de restaurants qui sont des prestataires de services. Ils achètent un produit fini, le mettent dans le micro-ondes et vous le servent. Ça c'est de la prestation de service, c'est pas de la restauration. Ça doit être taxé à 20%. Et le marché total de la restauration, c'est 90 milliards. 54 milliards, c'est la malbouffe. Vous imaginez dans les caisses de l'État, ce qui rentre, c'est 5,4 milliards. On est loin des petites économies qu'on essaie de nous faire. Christophe, avant l'inflation. Dans le sens de cette lutte pour le manger mieux, on pourrait profiter de cette loi qui va être nécessaire pour flécher les titres restaurants. Vous pouvez aller acheter dans une grande surface ce que vous voulez? Non. Vous pouvez aller acheter en grande surface avec vos titres restaurants les Nutri-Score A et B. Et là, j'ai un panneau Ce qui est usine à gaz prévu, derrière vous qui s'allume. Attendez. Attendez. Ils savent faire avec les codes On peut barres. rajouter un panneau usine à gaz derrière Christophe Ils Barbier? savent faire avec les codes barres. Il vient de Si rentrer vous à en avez- l'ENA. Si vous en avez acheté deux, vous avez 30% sur le troisième. mais Si vous avez une carte fidélité, vous avez des réductions. Non, ils savent très bien faire. C'est contraire Ils à ce que savent vous venez très de bien dire. faire. Moi, je suis C'est d'accord avec contraire à ce que vous Ah, Il y a une expérimentation, et là je vais aller dans le sens de Christophe, il y a des expérimentations, on appelle ça la sécurité sociale alimentaire, où en fait vous avez un pécule de 150, 200 € qui vous permet d'aller acheter dans des espaces, des épiceries vrac ou des produits qui sont locaux, bio, fléchés et qui sont en fait des produits transformés. Il y a un moment, il Donc faut ça, respecter c'est la possible liberté à du Montpellier, consommateur aussi. par exemple. Voilà. On peut pas avoir totalement fléché, C'est pour ça que je veux infantilisé. pas l'interdire, je veux la flécher, c'est-à-dire Oui, que ça soit mieux si on va dans le bon sens que si on n'y va pas. C'est exactement la même logique qu'une TVA sur ceux qui n'apportent pas de valeur ajoutée. J'en viens et c'est lié à cette inflation dont on n'est toujours pas débarrassé. Avec ce soir les annonces de plusieurs gros industriels. Ils vont à nouveau réclamer des hausses de prix assez conséquentes pour 2024. On va parler du coca dans une seconde, on va parler du chocolat dans une seconde. Les dernières annonces en date, le français Yoplait. Yoplait va réclamer des hausses comprises entre 5 et 10% pour l'an prochain. Écoutez son patron. Nous, on a des inflations sur le lait, on aura des inflations sur le lait, sur le sucre, vous l'avez cité, sur les préparations de fruits qui ont tenu du sucre. Ouais. On a aussi des inflations sur les transports logistiques, sur les taxes éco-emballage, tout pour payer toutes les filières de recyclage, et sur les salaires, parce qu'on va évidemment accompagner nos employés. Et donc l'addition, et donc on aura certaines économies aussi, et l'addition sera, on va passer des hausses de prix, on va demander des hausses de prix, c'est pas nous qui décidons à la fin de ce qu'il y a, qui vont être bien moins importantes que ce qu'on a vécu les 2 dernières années. Mais c'est quoi, c'est 10%, c'est 7 à 8%? Ça sera moins de 10%. Ça sera moins de 10%. Ça sera moins de 5%? Ça sera, on se rapproche des chiffres dans ce que vous... Ouais, ça veut dire que... c'est comme Coca. Stéphane Manigold, je vous balance, dit que vous n'écoutez pas, ils vont réclamer plus. Juste une chose, Rodolphe Bonas, j'avais entendu le ministre Bruno Le Maire dire la crise est derrière nous. On est sorti. Oui, elle est là. Enfin, Non, alors elle est là. Non, là il faut dire qu'on est dans une période assez particulière, particulièrement en plus sous les feux des projecteurs. Vous savez qu'on rentre dans les périodes de négociation. Tout ça doit se terminer au 31 janvier de l'année 2024, donc c'est normal que chacun joue son jeu de la négociation. Là, les gros industriels, j'allais dire, sortent les gros bras en disant attention, on va demander, réclamer des grandes hausses. Les distributeurs vont faire leur travail en disant écoutez, non, on va pas accepter ces hausses-là et on va trouver un accord. il y aura de la négo, mais il y aura encore des hausses. Alors il y aura
dans certains sujets, il y aura des hausses. C'est vrai, le sucre, c'est une réalité. Ben voilà. C'est Là, vrai ce que dit le patron de Yoplait, c'est qu'il y a des hausses du sucre, les hausses du lait, les hausses du transport, les hausses de salaire. Alors attention, les hausses de transport, on va regarder aussi parce que sur l'énergie, on n'est pas du tout dans les mêmes hausses que les années précédentes. Et puis, il faut le rappeler parce que souvent on met en avant les hausses des matières premières, mais je le rappelle, une matière première dans les rayons, le poids du prix de la matière première sur le prix de vos produits, c'est à peine 6%. Ça veut dire que lorsque vous achetez un produit à 1 euro, vous avez à peine 6 centimes pour payer la matière première. Donc après, tout le reste, ça va être l'emballage, le transport, les salaires, les processus de fabrication, etc. Je vous donne la parole dans une seconde, Stéphane Manigold. D'abord, bonsoir Jennifer Bourdiec. Merci d'être en direct avec nous ce soir. Vous êtes salarié, vous êtes dans le Morbihan et vous êtes d'une certaine manière un peu notre coqueluche sur ce plateau. Vous avez reçu il y a quelques semaines. Rodolphe était là. Mais voilà, on adore Jennifer. Vous nous aviez expliqué à l'époque comment vous aviez changé votre manière de faire vos courses face à l'inflation en faisant beaucoup plus de courses en liquide, notamment en payant en liquide. Quand vous entendez là, et on verra Coca, on verra le chocolat dans un instant, que par exemple le lait, les yaourts, etc. vont encore augmenter, comment vous réagissez ce soir ? Bah, en fait, on se demande quand est-ce qu'on va s'en sortir. Et alors du coup, le problème des tickets restaurants, a priori, va être résolu, mais c'est quelque chose qui, moi aussi, j'y ai le droit, donc augmente mon pouvoir d'achat. Mais à un moment ou à un autre, en fait, il y a plusieurs raisons qui font que les prix vont encore augmenter. Mais et à la fin, c'est toujours le consommateur qui paye, donc le plus lésé. Et on se demande vraiment si on va finir par sortir à un moment ou à un autre de tout ça, et surtout comment on va s'en sortir, quoi. Mais quand on vous dit que l'inflation est en train de se calmer, est-ce que vous avez vu du mieux ? Alors moi, j'essaye de comparer les prix, d'aller dans différentes enseignes. Donc des fois, alors c'est ce que je fais remarquer à mon mari quand on fait les courses, s'il y a 1 centime d'écart, alors je le vois parce qu'il y a des produits qu'on achète tous les jours. Je veux dire, les yaourts, c'est des produits qu'on achète. Alors nous, avec les enfants, tout ça, ils aiment toujours les mêmes choses, les mêmes marques. Donc dès que les prix changent, on le voit. Mais j'ai pas vu de prix à la baisse, non, pas récemment. Et votre technique de tout payer en liquide, de plus en plus payer en liquide, vous l'avez évidemment conservée. Ah oui, on continue. Je paye en liquide et en ticket restaurant. Parce qu'effectivement, depuis un peu moins d'1 an, j'ai les tickets restaurants. Donc, ça fait partie de notre pouvoir d'achat, oui. Alors, du coup, ce matin, je bondissais un petit peu quand j'ai entendu qu'on allait peut-être plus pouvoir payer nos courses comme ça. Alors, même si je comprends les restaurateurs, finalement, a priori, ça s'arrange. Donc, je suis plutôt contente de ce côté-là. Bon, et le restaurant, dans votre famille, c'est combien de fois par mois ? Alors le vrai restaurant, sans parler de fast-food, franchement, je dirais. Alors à une époque, on y allait un peu plus souvent. Maintenant, je dirais peut-être 1 fois par mois, parce que nous, on est une famille nombreuse. Hein, on est 5 maintenant. Tout de suite, un restaurant, ça monte très très vite. Hein, et puis du coup, on peut pas se permettre. Alors il y a un fast-food de temps en temps, le soir comme tout le monde, hein, le dimanche soir, les soirs de flemme ou la facilité où on rentre tard, c'est de temps en temps. Et c'est pas tout le temps. Et le vrai restaurant, ça va être peut-être 1 fois par mois. Stéphane Manigold, comment vous réagissez face à ça ? C'est moins que ça, quoi. Hein. Oui. Je fais mes courses comme tout le monde et je comprends les consommateurs, les salariés qui ne peuvent pas aller au restaurant. On vit pas sur notre planète. Donc évidemment, simplement, on s'est fait, on papaouté par les industriels. Ils ont gagné le combat parce que, vous l'avez dit, 70% de cette manne financière va déjà dans leur poche. Donc ils n'ont pas attendu ce soir pour sabrer le champagne. Donc moi, je veux vous dire ça, c'est pour la grande distribution. Hein. Oui, mais je veux. Et du coup, par ricochet, effectivement, vous avez raison vers les industriels. Mais ils sont très forts parce qu'on met le débat sur l'inflation sur le sucre. Mais le sucre, en fait, nous, on l'utilise plus. Les vrais restaurateurs, on n'utilise pas de sucre. Parce que le sucre, c'est quoi? C'est un exhausteur de goût. Donc, quand vous avez de la camelote, vous devez acheter beaucoup de sucre. Et donc, vous avez besoin de sucrer pour pouvoir donner du goût à ce qui est pas bon à la base. Puisqu'on parle de sucre, autre hausse réclamée par un industriel, en moyenne, ce sera plus 7%. En tout cas, hausse réclamée chez Coca. On va voir les différents tarifs. Pas de sucre. Là, il n'y a pas de sucre. Là. Voilà, regardez. Le sucre, c'est une boîte de regardez avec les différentes hausses qui vont être, en tout cas, réclamées. Il y a juste une chose, Rodolphe Bonas, moi, qui m'a fait réagir. Regardez le premier produit. La bouteille, je ne sais pas si c'est 1,5 litre ou 1,75 litre, mais qui est le produit le plus vendu par Coca. Le patron de Coca dit on va augmenter nos prix, on va réclamer une augmentation de prix. En revanche, on sait que sur cette bouteille-là,
on ne peut pas aller au-delà de 2 euros. Au-delà de 2 euros, c'est un prix psychologique, les gens achètent moins. On ne découvre pas la Lune en entendant ça, mais ça veut dire que le coût de fabrication, en réalité, n'a pas d'importance. On essaie de pousser au maximum du maximum ce que l'on peut prendre dans la poche du consommateur, et le coût de revient d'une bouteille de coca, on s'en fout. Là, si vous voulez, il y a certains industriels qui mettaient en valeur le fait que ils avaient des investissements de recherche et développement. Sur cette bouteille de coca qui a à peu près un siècle, je pense que la recherche en développement, elle est déjà lourdement amortie. Donc, je peux vous garantir que la marge, elle est assez conséquente. Donc, c'est vrai que là, aujourd'hui, on est plutôt dans des démarches. Et c'est intéressant le cas de Coca-Cola parce qu'on arrive à bien mettre en valeur que finalement tous les industriels ne sont pas logés à la même enseigne. On entendait par exemple Yoplait, c'est vrai que dans sa gamme de produits, même si ce sont d'excellents produits, il n'a pas la puissance de cette bouteille de Coca-Cola que vous venez de nous présenter, qui fait en sorte que si elle n'est pas présente dans mon magasin, j'aurai moins de clients. Il y a certaines pâtes à tartiner qui sont dans cette situation, certains vendeurs de couches pour bébés pareil qui sont dans cette situation, c'est-à-dire qu'en fait ils arrivent et c'est eux qui font les prix, puisque mécaniquement, si jamais le distributeur ne vend pas ce produit-là, il perdra des clients. Je vais rappeler, une anecdote, Sébastien voulait réagir, mais je rappelle juste une anecdote qui a été donnée par un patron de la grande distribution l'année dernière, pas sur ce plateau. Il n'a pas osé. Il dit, non mais c'est vrai, il nous a dit je peux pas le dire en plateau. Je dirais pas quel patron de la grande distribution, ils sont 4, donc faites votre choix et passez sur ce plateau. Il nous disait par exemple la pâte à tartiner Nutella, il dit quand vous arrivez en négociation, que vous dites à Nutella combien ça vous coûte un pot de pâte à tartiner, vous n'avez jamais la réponse. Donc il y a forcément ce sentiment, Christophe Barbier, de se faire un peu avoir. Bien sûr, mais quand des Français se sont rués de manière un peu sauvage il y a quelques années parce qu'il y avait une promotion sur cette même pâte à tartiner, trop chère pour eux dans la vie quotidienne, et ils profitaient d'un discount, comme on dit en bon français, pour finalement se comporter un peu sauvagement. À qui la faute ? Est-ce que c'est aux fabricants? Est-ce que c'est au marché, au matérialisme, au consumérisme? Est-ce que c'est aux médias et à la publicité? Ou est-ce que c'est au consommateur qui tombe lui-même dans une sorte de dépendance qui fait qu'il est prêt à faire 5 km de plus pour trouver un autre hypermarché parce qu'il n'a pas son Coca, son Nutella ou sa marque de couche? Qui est la faute? Il faut peut-être qu'on songe à dire aux consommateurs, mais décidez d'être libre et vous le serez. C'est ce que la Boétie avait mis au début de son traité de la servitude volontaire. Bon, on entendra Jennifer là-dessus. Préparez-vous, Jennifer. D'abord, Nora. Oui, mais alors là, pour le coup, je ne reviendrai pas sur la stigmatisation de mon cher Christophe en disant que ce sont des sauvages et que ce sont des gens pas bien élevés. Il va falloir... Non. On les a réduits à cette sauvagerie. Mais non. Enfin, vous pouvez pas avoir ce genre de discours. On les a réduits. Arrêtez, mais soyez un peu, s'il vous plaît, prenez un peu de hauteur parfois. On est aussi ce qu'on mange. Quand on est sous le seuil de pauvreté, quand on est réduit en fait à bouffer que des trucs qui viennent, on n'a jamais accès à ces types de produits de premium entre guillemets. Mais Laissez-moi terminer. Mais non, mais justement, c'est-à-dire que offrir à ses enfants la possibilité d'avoir un vrai pot, d'un vrai Nutella, à un moment c'est ça le petit plaisir. Je suis désolée, mais pour 15% des Français qui sont sous le seuil de pauvreté, qui n'ont jamais accès en fait à ce genre de produits, ça vaut peut-être le coup du coup d'aller se ruer. Vous vous rendez compte? Donc en fait à un moment, on les a réduits à se ruer. On les a pas réduits. On est aussi ce qu'on bouffe. Stigmatise pas. On est aussi ce qu'on mange. Et en fait, c'est tout l'objet de tout ça. C'est comment on fait pour sortir. Et là, je vous rejoindrai sur comment on retrouve cette liberté. Cette liberté-là, c'est aussi une question de fric. Disons-le clairement. Il y a des gens qui n'ont pas vraiment le choix. Et si leur seul plaisir, c'est de s'offrir une bouteille de coca, en fait, à 2 euros, ils le feront parce que c'est aussi un marqueur social. Avoir des baskets qui ne sont pas de marque. Avoir, en fait, un coca qui est un cola, en fait, de grande distribution et de marque distributeur. Je suis désolée, ça vous renvoie quoi quand vous êtes un gamin, que vous avez 7 ans et que vous voyez sur la table en fait du petit-déj il y a quelque chose de l'ordre du déclassement et ça renvoie à je veux demander à Jennifer d'arbitrer. Jennifer, arbitrez ce débat, s'il vous plaît, entre Christophe Barbier et Nora Hamadi. Alors, le souci, c'est que nous, on est chauvins. On boit plus de coca, on boit que du Brace Cola. C'est du vrai sucre dedans, c'est vrai sucre. Vous avez raison, bravo. Bravo, Jennifer. De ces tarifs, ça finira par arriver à tous les sodas. Et je veux dire, alors on boit peut-être pas de coca à proprement parler, mais mes enfants mangent du Nutella. Je veux dire, j'ai essayé
de leur faire manger autre chose, même si ça reste de la pâte à tartiner, quelque chose d'un peu plus sain, d'un peu plus local, parce qu'on a, nous ici, des producteurs locaux qui font des pâtes à tartiner, mais malheureusement, les pots pourrissent dans les placards et les enfants veulent pas en entendre parler. Donc, comme tous les parents, à un moment, je cède et j'achète du Nutella à mon grand désespoir. Et effectivement, pour reparler de Lidl, il y a quelques années, quand les gens se sont rués dessus, alors à qui la faute? Un peu à tout le monde, je dirais. Mais je comprends qu'économiser 1 euro sur un pot de Nutella, parce que quand on voit qu'un pot de Nutella, c'est quasiment 6 euros maintenant dans certains magasins, moi je trouve ça aberrant. En plus, alors sans être vulgaire, mais pour manger un truc qui est loin d'être top en fait. C'est plein de mauvaises choses. Alors, on se sent un peu obligé de l'acheter pour les enfants. Et effectivement, moi j'ai grandi dans une famille où sur la table, il n'y avait pas forcément, comme disait, désolé, j'ai oublié le prénom, du vrai Nutella ou du vrai Coca. Aujourd'hui, je peux, moi, offrir ça à mes enfants. Mais en fait, finalement, ce qui augmente, c'est ce dont on n'a pas réellement besoin, mais qu'on achète quand même. Mais on va pas me faire croire que Coca a vraiment besoin de ces 7%, surtout en période d'inflation. J'imagine que l'inflation, elle n'est pas que chez nous, elle n'est pas que en France. Coca, c'est une marque qui est internationale. Est-ce qu'ils ont réellement besoin, là, maintenant, sur la prochaine année, de leurs 7%? Je sais pas, le problème c'est qu'ils auront beau, c'est comme les cigarettes, ils auront beau augmenter le prix, les gens boiront toujours du Coca et on mangera toujours du Nutella, malgré qu'on nous dise depuis 20 ans que c'est mauvais, on le fait tous et on continuera, quoi. Alors, tout le monde veut réagir. Christophe, ensuite Stéphane Melville. On a construit un marqueur social qui n'est pas la qualité du produit, mais qui est la marque. La notoriété du produit. C'est de ça dont il faut libérer les gens, surtout ceux qui n'ont pas les moyens. L'éducation peut jouer. L'éducation notamment. Et peut-être savoir dire non de temps en temps. Vous voyez, sur le bandeau, vous voyez après Coca, Yoplait sur le bandeau sur votre télé. J'ajouterai dans un instant Côte d'Or, Oreo, Cadbury, Lumicado, Prince et Tuc, et je vous expliquerai pourquoi. Tout ce qui est indispensable pour être en bonne santé. J'aimerais juste répondre à Nora. Vous avez parlé des conditions sociales. Moi, il se trouve que pendant près de 20 ans, j'ai très mal mangé parce que la vie a fait que je ne pouvais pas. Et j'étais dans la situation dans laquelle vous décrivez. Sauf qu'aujourd'hui, je paye très cher en termes de santé. C'est-à-dire que je suis obligé de faire très attention. Là, vous voyez, par exemple, j'ai des douleurs au mange ou pas, j'ai des douleurs. Mais ces douleurs, elles sont pas là parce qu'aujourd'hui, je mange très bien. Et j'ai la chance aujourd'hui de m'être élevé socialement par le travail, l'effort et la persévérance. Mais j'ai été tombé sous le coup du marketing où au fond, il faut absolument boire du Coca, manger du Nutella. Mais en fait, c'est dégueulasse pour la santé. Donc on fait croire aux gens que en termes marketing, c'est bon, alors qu'il n'y a que des saloperies à l'intérieur. Et que ça détruit, parce qu'on creuse, ça tombe avec ses dents. Alors attendez, Je suis d'accord, mais à un moment, l'éducation au goût, elle commence mais je vais vous donner, plus jeune, à la cantine, juste etc. terminer, je vais vous donner 2 exemples. Vous prenez un paquet de Bjorg, pour citer une marque, de BN Bjorg, et vous prenez à côté des Princes de Lu, le paquet de Princes de Lu, vous pouvez manger le paquet entier. Vous aurez encore faim. Par contre, les Bjorg, si vous mangez les 3, si vous en mangez 3, appelez-moi. On va arrêter de faire de la pub ou de la contre-pub. À un moment donné, on va se faire engueuler, Stéphane Manigold. Juste une chose. Bonsoir, Maxime Lefebvre. Est-ce que vous m'entendez? Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes le fondateur des boulangeries Mamat, qui sont notamment à Amiens, dans la Somme, et à Lille. On voulait vous avoir à tout prix. Alors là, je vois que l'image est figée à l'écran. Elle ne l'est pas à côté de moi. On va essayer de rétablir tout ça. Le fil bleu sur le fil bleu, le fil rouge sur le fil rouge. Je reviens à vous bon, alors on dit que je peux vous poser des questions. On a voulu vous avoir parce que dans vos boulangeries, vous avez décidé d'une chose un peu particulière. Le prix de la baguette, pour l'instant, c'est le client qui le fixe. Chacun paye ce qu'il veut pour la baguette. C'est ça, c'est exactement ça. On voulait avoir une action forte pour faire un petit geste anti-inflation, un petit peu notre panier anti-inflation à nous. Et plutôt que de baisser le prix du pain, qui potentiellement aussi dévaloriserait le produit noble qui est la baguette, on s'est dit tiens, c'est ma femme d'ailleurs qui m'a dit, eh ben si tu laisserais choisir tes clients. Et ça a fait tout de suite. On va essayer de rétablir, parce que l'image est un peu étrange à l'antenne, on va essayer de rétablir tout ça. Je reviens à vous, Maxime Lefebvre, visiblement le son a coupé également. En attendant, Thomas Joubert est là. Thomas, on va parler, Thomas, de la hausse du prix du chocolat. Et oui, l'inflation. Et essayer de comprendre pourquoi est-ce que le chocolat va augmenter. L'inflation n'épargne pas les chocolats et à l'approche de Noël, vous allez voir que c'est important. Pour fabriquer du chocolat, eh bien, il faut du cacao et du sucre.
Et il se trouve que ces 12 ingrédients indispensables ont vu leur cours exploser sur les marchés internationaux. Regardez le cours du cacao à Londres en ce moment. Il est à plus de 4 000 €, 3 500 livres sterling, du jamais vu depuis 1989. Quant au sucre, il s'échange sur le marché londonien, vous allez le voir, à 750 € la tonne. Le sucre n'a jamais été aussi cher depuis 2011. Alors ces hausses, elles s'expliquent par une production en dessous des attentes cette année. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont responsables de 60% de la production mondiale de fèves de cacao. Et si on prend l'exemple plus particulier de la Côte d'Ivoire, la récolte a été beaucoup plus faible que prévu. Une baisse de 30% ce trimestre par rapport à la même période l'année dernière. Alors comment s'explique du coup cette baisse de la production ? La météo est en cause. Oui, le temps a été très mauvais dans les régions productrices, soit trop sec pour la croissance des fruits, et ensuite trop humide, ce qui a favorisé l'apparition de maladies dans les plantations. Deuxième facteur qui entre en jeu, c'est le réchauffement climatique. Oui, la sécheresse liée au phénomène El Niño a fortement dégradé la production en Afrique de l'Ouest. Du coup, vous l'avez compris, le cacao se raréfie. Vous connaissez la formule, ce qui est rare est cher. Résultat, les fabricants du chocolat augmentent leur prix ou réduisent la taille. On l'a déjà constaté sur certaines barres chocolatées. Et désolé de vous l'annoncer, mais il n'y aura pas de baisse du chocolat prévue d'ici 2024. Merci Thomas Joubert. Et même, on a le patron de Mondelez. Alors Mondelez, ce sont les marques que je citais tout à l'heure. Côte d'Or, Oreo, Cadbury, Lu, Mikado, Prince Tuc, tous les produits qu'adore Stéphane Manigol. Lui annonce, Rodolphe Bonas, ce sont ses mots, de franches hausses de prix pour 2024. Oui, là pour le coup, ça va être le cas. En effet, les matières peuvent être très bien expliquées tout à l'heure. On a des phénomènes météorologiques qui vont impacter les choses. C'est-à-dire que le chocolat, on rentre dans la période un peu stratégique. Il y a 34% du chocolat est vendu pendant les périodes de Noël, donc on va en écouler une certaine partie. Oui, les prix vont être assez tendus sur ces produits, mais pour d'autres, on l'avait connu, je vous souvenez, sur les pâtes. C'était la même chose. Le premier producteur de blé dur qui nous servent à faire les pâtes, qui était le Canada, avait connu des situations climatiques difficiles, et donc le prix du blé. Il y avait la moutarde aussi. Voilà, la moutarde, pareil pour des raisons. Voilà. Et donc après, ensuite, ça rentre dans l'ordre quand même. On pense qu'à. En tout cas, bonne nouvelle. On trouve tout le temps une bonne raison de payer plus cher. Donc détendez-vous, vraiment, vous allez casquer. Alors c'est soit les transports, soit les matières premières, soit les tensions sur les matières premières. Il y a des produits quand même qui sont orientés à la baisse. Ah ouais, non mais je vous jure, moi ce que je trouve extraordinaire, arrêtez de nous prendre pour des gogos quoi. Il y a quand même des produits qui sont orientés à la baisse. On verra quel produit dans un instant. Stéphane Manigol. Je ne veux pas minimiser ce qui vient d'être présenté, mais les industriels, de nouveau, ils sont très forts. Ils nous parlent à la tonne. Vous en connaissez beaucoup, vous, des particuliers qui vont dans un supermarché acheter une tonne de sucre. En réalité, ce qu'on nous présente, ça vaut 0,75 centimes le kilo. Donc, il faut juste remettre les choses. On parle de 4 € le kilo au chocolat. Là, on a parlé de 4 000. Alors, c'est sûr que le téléspectateur qui regarde le chiffre, il dit « Oh, chocolat, 4 000 €. » Ben oui, une tonne. Alors, après... Au kilo, ça fait 4 €. Donc, il faut arrêter de nous expliquer ils sont très bons pour nous expliquer qu'on va se faire ouvrir en 4. C'est ça. C'est exactement ça. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on calcule un prix, il faut regarder les éléments constitutifs de ce prix. J'ai trouvé plus fort que les restaurateurs, moi. Non, mais tant mieux. Faut le prendre, faut l'engager. Rodolphe Bonas, allez-y. Je ne vais pas changer de crèmerie, mais ça Non, allez-y. Dans les restaurants aussi. Non, simplement pour exprimer le fait qu'il faut regarder tous les éléments constitutifs d'un prix. Donc, en effet, vous avez les matières premières. Ensuite, vous avez le dispositif de transformation qui, dans le cadre du chocolat, est extrêmement énergivore. Les énergies ont lourdement augmenté. Et ensuite, c'est vrai, il faut se le dire, il y a le transport. Alors là, actuellement, le prix du pétrole est plutôt mieux orienté que ce qu'on a connu l'année dernière. Mais en revanche, après, vous avez aussi toutes les augmentations dites de salaire, parce qu'on a passé des augmentations de salaire, et celles-ci, elles vont pas baisser. Donc mécaniquement, là encore, vous allez avoir des prix qui vont être maintenus à un niveau élevé. Donc il va falloir attendre que tout ça se... Mais attention, je rappelle, il y a aussi des positions de négociation. On va négocier. Parce que alors vous nous avez dit, si Coca arrive, nous dit, on peut pas leur dire non. Si Nutella arrive, pas tous les produits, pas tous les produits. Je vais vous donner un dernier indicateur, Maxime Flours, je dis ça. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, nos distributeurs sont aussi producteurs de produits, et donc ils ont la capacité de mettre face à leurs responsabilités certains industriels en disant mais nous aussi on fait du cola, on ne comprend pas pourquoi vous nous donnez 7%, parce que nous en fabriquant le nôtre on arrive à 12%. Oui, mais vous nous avez dit que vous pouvez pas les déréférencer, donc ils vous tiennent. C'est eux qui vont fixer le prix. Je voudrais qu'on entende Jennifer. Jennifer, on parlait du chocolat, il y a Noël qui arrive. Est-ce que c'est une période en termes de dépenses, de pouvoir d'achat que vous redoutez?
Alors oui et non, parce que moi je suis assez prévoyante. Je veux dire, je pense à Noël depuis le mois de septembre. J'ai déjà commencé à acheter des cadeaux pour mes enfants. Je compare énormément les prix. J'essaye de faire. Alors quand j'achète pas en espèces, je paye sur Internet et j'essaye d'aller sur des sites pour avoir des promos, du cashback, ce genre de choses. Donc oui, c'est toujours une dépense qui fait un peu peur, surtout quand on est une famille nombreuse. Mais moi, j'essaye d'être prévoyante pour pas avoir des sueurs froides et m'empêcher de dormir 3 semaines avant Noël. Mais effectivement, et puis alors, à titre personnel, dans notre famille recomposée, donc on a les enfants un Noël sur 2. On s'est arrangé avec mon conjoint pour avoir soit tous les enfants, soit aucun. Et c'est vrai que le Noël où ils sont là, on a tendance à les gâter un petit peu plus. Et sans plus que ce soit Disneyland à la maison, hein, et là, c'est l'année où on les a. Donc, du coup, c'est l'année où je commence à réfléchir un peu plus tôt à Noël parce qu'on a envie de faire plaisir à tout le monde. Là, on est, nous, sur 2 ados, enfin, un jeune adulte, un ado et 2 pré-ados. On n'est plus sur des périodes où l'emballage cadeau les intéresse plus que le cadeau en lui-même. Donc, on essaye de faire plaisir à tout le monde sans exploser le budget. On est raisonnable. Mais oui, c'est des choses qui font peur. Après, nous, sur le chocolat, si le chocolat il augmente trop, il y en aura pas, hein, parce que de toute façon, chez nous, j'ai beau acheter du chocolat, finalement, ils le mangent pas et ça finit fondu dans des gâteaux quelques semaines ou quelques mois après. Et parce que je fais beaucoup de gâteaux, mais ouais, Noël, c'est forcément quelque chose qui fait un peu peur. Si cette année, l'année dernière, on s'était dit, par exemple, avec mon conjoint, cette année, en fait, on s'est mariés cette année. Là, on s'est mariés au mois de mai 2023. Félicitations. Donc, on s'est dit 2022, merci. Sur Noël 2022, on s'est dit, on ne se fait pas de cadeaux. Il y a le mariage qui arrive, c'est déjà des grosses dépenses. Puis finalement, on s'est quand même fait les cadeaux. Moi, j'essaye de pas en avoir des sueurs froides et c'est pour ça que je prévois. Je prévois tout, je compare tout. Je veux dire, il y a des cadeaux qui sont cachés dans la maison depuis le mois de septembre. Les gamins sont pas au courant et je pense On ne dira rien, Jennifer. On ne dira rien. On ne dévoile rien. J'espère qu'il ne nous écoute pas ce soir. Il est tard. J'espère qu'il ne les écoute pas. Un chiffre encore et une carte à vous montrer et à vous soumettre, Christophe Barbier, parce que là aussi, il va falloir comprendre ce qui est en train de se passer. Quand on regarde l'inflation, notamment l'inflation alimentaire, depuis 1 an et demi que l'on compare la France avec ses voisins européens, là ça coince. Ça coince. On va voir la carte, la France, inflation sur le palmarès européen, si on peut voir cette carte-là, la France est à plus 17,9% sur l'inflation alimentaire depuis janvier 2022. J'ai bien précisé, entre janvier 2022 et août 2023, plus 17,9 en France, c'est moins en Espagne, c'est moins au Royaume-Uni, c'est moins en Italie. Alors certes, dans des valeurs qui sont importantes, mais c'est moins. Alors d'abord, on a été les bons élèves, et puis après, ça s'est relâché. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place des systèmes de freins qu'on n'a pas pu tenir dans la durée à cause de leurs coûts. Premier exemple, l'État paye à notre place. C'était la ristourne sur les carburants. Deuxième exemple, l'État dit aux distributeurs et aux industriels, vous allez vous entendre. Alors parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et le bras de fer qui est commencé, on n'est pas sûr que les distributeurs, au nom des consommateurs, le gagnent. Troisième exemple, l'intervention sur les marchés étrangers pour faire baisser un peu le prix de tout ça et lutter contre les profiteurs de l'inflation et les spéculateurs. Bon, on a peut-être fait les gros yeux à ceux qui stockaient du blé avant de le vendre plus cher. Ça n'a pas été complètement efficace non plus. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste à l'État pour cela? Je crains pas grand-chose, si ce n'est le ticket restaurant. Olivia Grégoire est venu manger. Si ce n'est le discours de la vérité. Le discours de la vérité, c'est quoi? C'est de dire aux Français, vous allez payer ce que ça coûte, à charge pour vous de faire des économies ailleurs. Freinez un peu sur le téléphone portable, freinez sur les vêtements, remontez votre panier alimentaire. Pas facile à tenir comme discours. L'autre discours à tenir, ça peut être aussi envers les contribuables. On va continuer à aider les plus en difficulté. Donc on va imposer plus les contribuables qui ont les moyens de payer. Pas facile non plus à tenir à l'approche d'élections européennes, et puis avec des contribuables qui sont volatiles, ils peuvent partir aussi à l'étranger. Donc ça va pas être simple. D'autant, je le répète, qu'il y a un étau politique. Marine Le Pen qui dit pouvoir d'achat, avec moi ça ira mieux. Et puis la droite qui commence à dire compte public, désendettement. J'ai encore une question pour vous, Jennifer. Vous disiez en préparant cette émission à l'équipe de 22h Max, j'ai l'impression que le mois de novembre dure 90 jours. Non, le mois de janvier. Le mois de janvier dure 90 jours. Et je pense que ça, c'est pour tous les Français. Hein. Je veux dire, je dirais, à partir du moment où le français moyen, même moyen haut,
Le mois de janvier, alors à l'époque, j'ai été fonctionnaire à une période de ma vie où pendant 10 ans, on était payé entre le 15 et le 20 décembre, au mois de décembre, parce que comme ça, l'administration, je pense, pouvait partir en vacances. Et par contre, au mois de janvier, on était payé normalement à la fin du mois. Et c'est vrai que depuis cette époque, et encore maintenant, j'ai toujours l'impression que le mois de janvier, mais alors des fois, on voit passer des choses là sur les réseaux avec un ressenti, mais c'est clairement ça. Des fois, on a l'impression que le mois de janvier se finit le 58 du mois, quoi. Moi, je déteste le mois de janvier. Bon, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Hein. On va laisser. Il faut vraiment faire très court, Nora Hamadi et Stéphane Manigold. Très court. Juste, en fait, on voit bien aussi que la difficulté, c'est que les dépenses contraintes étant de plus en plus importantes, vous évoquiez à l'instant le téléphone portable, l'énergie, les assurances, etc. Les seules possibilités sur lesquelles on peut rogner, en fait, c'est aujourd'hui le panier alimentaire. Et c'est bien ça le sujet. Les loisirs. Les gens vont dépenser dans les loisirs. Aussi. Tous les achats d'impulsion. Il y a un oublié sur l'inflation, c'est la Banque Centrale Européenne. Aujourd'hui, quand on voit le niveau de taux appliqué sur les entreprises et les banques qui ne financent pas l'économie, l'argent se paye très cher, autour de 6% aujourd'hui quand même. Quand vous avez une entreprise qui a 10 points de renta, qu'elle empruntait il y a quelques mois encore à 0,5, 1 point, c'était très bien. Mais là aujourd'hui, quand elle emprunte à 6 et quand elle peut emprunter à 6, c'est plus la même histoire. Vous avez entendu Olivier Blanchard, ancien responsable du FMI, qui a dit on va durablement être avec une inflation au-dessus de la croissance. Donc on peut refaire le plateau dans un an avec notre camarade des industriels. On le fera avant, Stéphane Manigold. On va pas se mentir, on se reverra sans doute avant. Merci à vous, Stéphane Manigold. Merci Rodolphe Bonas et merci à Jennifer d'avoir été en direct à distance avec nous pour parler donc de ces nouvelles hausses prévues, en tout cas réclamées par les industriels pour les semaines qui viennent.